Eh bien, merci d'avoir bravé cette canicule exceptionnelle pour être ici présent. La salle est presque pleine. Je me serais attendu à une salle pleine, mais ça va venir, presque. Donc merci pour être venu. Nous allons parler lors de cette session batterie, mais pas uniquement batterie. On va parler de la capacité de l'Europe, au final, à réindustrialiser, à rester compétitif et à construire une chaîne de valeur souveraine dans un secteur stratégique. Donc, plus que de batterie, c'est ce dont il va être question. Donc 2 mots simplement pour me présenter. Je suis Pascal Bourset, directeur général de l'activité Siemens Digital Industries Software pour la France. Et simplement un mot concernant Siemens et Digital Industries Software. Donc nous sommes leaders technologiques et de l'IA industrielle. Notre mission, c'est de connecter le monde réel avec le monde virtuel pour transformer l'industrie. Et plus précisément, c'est de concevoir, simuler, industrialiser plus rapidement, grâce aux jeux numériques, à la continuité numérique, nous en parlerons, et à l'IA industrielle, juste en 2 mots. Et nous avons un fort joli stand avec des gens passionnés que je vous invite à voir à la suite de cette session. Et j'ai le plaisir d'introduire Jean-Baptiste Pernaut, qui est directeur général adjoint d'ACC. Et je vous laisse vous présenter et dire quelques mots autour d'ACC. Merci Pascal. Oui, ACC en quelques mots, quelques chiffres. Donc ACC a été créé en 2020. Donc c'est une entreprise finalement jeune avec l'ambition de devenir un champion européen des batteries et notamment des batteries pour les véhicules électriques. Nous avons 3 actionnaires, Stellantis, Mercedes-Benz et Total Energy via sa filiale Saft. Donc ACC, c'est quelques milliards d'euros d'investissement dans les dernières années. Donc c'est un domaine très capitalistique, les batteries. 3 sites qui ont été complètement créés à partir de zéro depuis le démarrage. Donc un site à Bordeaux de R&D, engineering et compétences center général d'ACC. On a une ligne pilote près d'Angoulême et notre première et grande Gigafactory. Et si vous y allez un jour, vous verrez ce que ça veut dire. Gigafactory, c'est vraiment gigantesque. Dans le nord de la France, un petit peu au nord de Lens, qu'on est en train déjà d'ailleurs d'étendre en termes de capacité, avec 30 gigawattheures donc de capacité à partir de l'année prochaine. Donc on a recruté environ 2500 personnes depuis le démarrage, sans parler de sous-traitants, etc. Et nous servons dans un premier temps des véhicules de Stellantis, Mercedes, donc des plateformes électriques, mais ACC a vocation à vendre à terme à tous les constructeurs automobiles électriques avec des batteries européennes. Donc ils sont actuellement sur les routes. Il y a déjà les premières qui fonctionnent depuis un certain nombre de mois et on est en montée en cadence. Donc je serais très heureux de partager un petit peu notre expérience, nos défis et les solutions qu'on entrevoit autour de ces batteries. Très bien, merci Jean-Baptiste. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, juste rappeler que ACC et Siemens sont partenaires de longue date depuis les débuts, que vous avez mentionnés, autour de différentes dimensions. Sur le digital, au niveau d'un échange d'expertise industrielle, mais également au niveau des équipements, puisqu'on parle intégration IT-OT, pilotage des équipements, voire des sujets de gestion de l'énergie. Alors, pour démarrer et aller un peu plus dans le vif du sujet, alors pourquoi ACC et quelle était l'ambition de départ ? La batterie uniquement ou est-ce que c'était une vision un peu plus large ? Disons que la batterie, ACC c'est la batterie, mais ça s'inscrit dans une vision plus large. On va dire que toute l'histoire a commencé autour de 2018, quand l'Europe a de façon active poussé ses acteurs automobiles à réduire les émissions de CO2. Avec des courbes, le fameux café pour ceux qui connaissent, des courbes qui de facto obligent les fabricants automobiles à avoir une partie de leur flotte électrique sous peine de payer des amendes importantes. Donc ça, c'était un aiguillon 2018 qui a finalement fait prendre conscience aux acteurs de l'automobile que la batterie n'était plus juste un composant parmi d'autres, mais allait devenir le cœur de leur future stratégie. Je rappelle quand même que 30 à 40% de la valeur d'un véhicule électrique est dans sa batterie.
même le moteur sur les voitures thermiques ne représente pas une telle valeur. Donc il y a des enjeux, économiques, mais aussi des enjeux forts de souveraineté, sachant que la totalité des batteries pour automobiles étaient et sont encore malheureusement en grande partie importées d'Asie, Corée, mais de plus en plus Chine. Enfin, les Chinois étant maintenant très dominants. Donc c'était devenu un enjeu stratégique, économique, de souveraineté, on pourrait même dire de géopolitique, que d'être capable à terme d'avoir des batteries européennes, une filière de batteries européennes, on va dire, pas seulement la fabrication finale, mais je dirais le maximum de sa chaîne de valeur. Donc c'est le cœur du projet d'ACC. Je veux dire, il y aurait pas ça si l'Europe voulait, comme pour les panneaux solaires, continuer à acheter des batteries made in China. On pourrait économiquement, mais enfin on aurait perdu un grand pan de notre souveraineté et on mettrait à risque toute l'industrie automobile parce que le jour où les Chinois coupent le robinet d'approvisionnement de batteries, il n'y aura plus de véhicules électriques. Et donc, il y aura encore des véhicules électriques chinois à acheter. Donc, vous comprenez que derrière la batterie, il y a bien plus que ça. Il y a la mobilité électrique et tout un pan de notre industrie. Donc, ACC, on n'entend pas vendre 100% des batteries européennes, mais en tous les cas, doit être une alternative pour pouvoir s'affranchir, si besoin, de la dépendance asiatique. Oui, c'est passionnant, les enjeux sont multiples. Où en êtes-vous de cette trajectoire ? Alors, j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure ce qu'on avait construit. Donc, on part de zéro. Il faut savoir qu'on est face à des acteurs, je parlais des Asiatiques, qui ont une quinzaine d'années d'avance au moins. Donc, la Chine a lancé sa roadmap avec un soutien public considérable dans fin des années 2000. Donc, on a démarré notre première Gigafactory. On a déjà produit plusieurs millions de cellules de batterie. Donc, on parle de grosses cellules de batterie qui mises ensemble, font un pack complet. Pour donner un exemple, parce que le ramp-up n'est jamais aussi simple que ce qu'on voudrait, mais enfin, au mois de mai, par exemple, on a produit 4 fois plus qu'au mois de janvier. Mais il faut encore produire 4 fois plus entre mai et décembre. Donc, ça vous donne un petit peu une idée de là où on se trouve. On se trouve au milieu de la pente, avec donc des équipes ultra motivées. On réduit les rebuts. Je dirais qu'on se bat pour descendre la courbe d'expérience et rattraper les meilleurs acteurs existants, sachant, il faut quand même le préciser, qu'on s'est mis directement aux spécifications de produits des meilleurs. Et si vous connaissez la gamme de Peugeot, par exemple, vous avez des 3008, 5008 électriques, ils ont deux ranges, standard range et long range. On est le fournisseur exclusif des long range, qui sont les batteries avec le plus de densité et donc qui permettent la plus grande autonomie, quand les standard range sont encore en grande partie d'autres acteurs existants que je ne citerai pas. Donc on a vraiment essayé de se mettre au maximum, ce qui forcément tend le système et rend la marche encore plus haute. Mais on est plutôt content du début d'année et confiant pour la suite. Très bien, merci Jean-Baptiste. C'est très éclairant. Donc on voit que c'est un sujet industriel, géopolitique, économique, donc il y a beaucoup de dimensions à tout cela. Et j'ai envie de faire la transition avec les défis. En discutant en amont, on a identifié 3 grands défis, on va dire. Et donc le premier, qui est de l'ordre de réussir ce fameux ramp-up industriel, avec ces temps très courts. Il y a une notion de vitesse qui est quand même, moi je trouve, assez fascinante. On parle beaucoup d'enjeux de montée en cadence pour des raisons de souveraineté dans la défense aujourd'hui, dans différentes industries. L'aéronautique, qui reste une constante depuis une dizaine d'années. Voilà, mais je trouve que là, le modèle est stretché, j'ai envie de dire, et poussé à l'extrême avec cette notion de gigafactory, donc ça peut être inspirant pour d'autres industries aussi. Du coup, sur ce premier défi, et par rapport à ce ramp-up, est-ce que c'est le défi de construire finalement l'usine from scratch, ces gigafactories, ou de réussir progressivement cette montée en cadence ? Je dirais que les défis sont partout. Il y en avait déjà dans la construction, mais c'est peut-être 20% du défi global.
Le ramp-up est clairement important, parce que quand on dit ramp-up, ce n'est pas seulement produire plus, c'est aussi produire avec des taux d'OE, des taux de rebut, enfin, qui soient aux benchmarks mondiaux. Il faut comprendre qu'une Gigafactory, c'est de la masse production, donc on produit des millions de cellules par an qui nécessitent des dizaines de millions d'électrodes avec des précisions au micron. Donc c'est de la très grande cadence et le moindre petit grain de sable fait dérailler l'ensemble de la machine. C'est-à-dire, quand je dis grain de sable, on a des entre 5 et 10 000 paramètres à suivre, produits, process, le long de la production, multipliés par les quantités que je viens de dire. Et quand je dis le moindre grain de sable, je vais donner un exemple, il fait chaud là, des petites variations de température dans les flux d'air, parce qu'on est dans des salles sèches, etc., les variations de température dans les flux d'air ou un petit peu de l'humidité peut créer des effets qui en plus ne seront pas détectés immédiatement, mais peuvent être détectés en fin de ligne dans certains tests. Voilà. Et peuvent amener à rebuter toute une campagne. Donc ça impressionne, je dirais, même les gens de l'automobile. On a beaucoup de gens qui ont dirigé des usines d'assemblage automobile. C'est pas des perdreaux de l'année côté de l'industriel, et qui, après quelques semaines en Gigafactory, disent « je n'avais jamais vu une telle complexité ». D'autant plus que c'est un mélange entre de la chimie, de l'assemblage mécanique, il y a des parties électriques, etc. Bon. Une fois que j'ai dit ça, le challenge, donc, c'est d'apprendre, parce que c'est nouveau pour tout le monde. Et on apprend d'ailleurs aussi, on a fait venir des experts asiatiques pour nous accélérer, nous aider, mais il faut que nos équipes, nos quelques milliers de personnes, apprennent. Et donc l'enjeu de formation de compétences humaines est majeur pour réussir le ramp-up. Donc on voit que la vitesse d'apprentissage, au final, parce que vous avez parlé des 20% sur la construction initiale et 80% sur le chemin, finalement. Vitesse d'apprentissage, elle est clé. Donc on parle de talent, capacité à recruter, de modèles de collaboration un petit peu différents par rapport aux Chinois aussi. Et le digital, on en parlera après, sans doute être un levier important également sur cette capacité d'apprentissage et de capitaliser sur les connaissances. Justement, on a parlé des Asiatiques, du coup. Alors, les Asiatiques sont quelque part des coureurs, j'ai envie de dire, alors de vitesse et de fond, mais sont en départ lancé. Alors, par rapport à cette concurrence asiatique départ lancé, du coup, où se joue vraiment la compétitivité ? La compétitivité se joue à la fois dans notre capacité à bien produire, et là on revient sur les sujets de ramp-up, que sur le design du produit lui-même. Donc il y a un design à optimiser, des performances à optimiser, que sur la supply chain. Il y a beaucoup de composants qui sont achetés, des composants chimiques ou mécaniques. Et donc on arrive dans une situation où le modèle est déjà très tendu. Le modèle économique est déjà tendu. J'aurais rêvé qu'on lance ACC 10 ans plus tôt, parce qu'à l'époque, les prix de marché, alors les volumes étaient plus faibles, mais les prix de marché étaient beaucoup plus hauts. C'est beaucoup plus confortable de commencer, alors que là, on arrive dans une situation où finalement, il faut être au top économique dès le jour 1. Donc la compétitivité, il ne faut pas se cacher, c'est pour moi, c'est le grand sujet, le grand défi auquel on va faire face une fois qu'on aura fini notre ramp-up. Et le ramp-up, on va y arriver, c'est pas une question. Mais comment réduire l'écart qui actuellement est d'une trentaine de pourcents entre ce que les Chinois produisent en Chine et ce qu'on produit en Europe. C'est pas, ce type d'écart sur un composant qui vaut autant dans le véhicule électrique n'est pas soutenable. Donc, alors on travaille beaucoup là-dessus pour justement réduire cet écart. On ne sera pas forcément exactement, on n'arrivera pas, il ne faut pas rêver, produire en France au même coût que les Chinois en Chine. Mais en tous les cas, il faut le réduire. Et pour ça, il faut s'appuyer sur l'ensemble de la supply chain. Ce n'est pas juste le fabricant de batterie lui-même. Avec de l'innovation, avec l'effet d'échelle. L'effet d'échelle est majeur. Pour l'instant, on a encore des volumes qui restent limités. Et c'est tous ces leviers qu'il faut activer
avec derrière le rôle de l'Europe, mais pour en parler un petit peu, qui doit avoir un rôle aussi de maître, de chef d'orchestre de ces batteries européennes. Ça ne peut pas être juste une industrie ou une entreprise toute seule qui arrive à créer cet écosystème compétitif. Ça doit être un travail d'ensemble. Oui, absolument. Donc cette vue globale au final au niveau de la filière, c'est aussi un enjeu clé. Et on voit que la souveraineté, elle va probablement, elle doit se produire à l'échelle de la chaîne de valeur complète. Et justement, pour toucher du doigt aussi le rôle de l'Union européenne ou de la réglementation, peut-être un troisième grand défi, j'ai envie de dire, c'est cette souveraineté à l'échelle de la chaîne de valeur. Et puis la notion, on parle beaucoup de batterie passeport. Passeport de batterie en français. Du coup, voilà, est-ce que c'est un dispositif, une arme pour nous protéger, quelque chose de souhaitable et plus généralement, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire sur ces champs-là? Alors, le battery passport a été designé effectivement par l'Europe. De notre point de vue, c'est quelque chose de nécessaire, d'utile, de souhaitable. De quoi on parle? On parle d'avoir une bonne traçabilité de tous les composants jusqu'à la mine, d'avoir des batteries dont on puisse connaître bien l'empreinte CO2. Voilà, c'est pas seulement la voiture qui roule, mais aussi la consommation de gaz à effet de serre dans la fabrication. Tout ça, c'est complètement vertueux et on travaille dessus, et je dirais c'est même du bon sens industriel, je veux dire, de mettre ça en place, indépendamment de la réglementation elle-même. Maintenant, est-ce que c'est ça là où il faut faire attention, il faut se garder de penser que ça va être l'outil qui va nous différencier par rapport aux Asiatiques et permettre aux batteries européennes d'être compétitives? Non, parce qu'eux-mêmes s'adaptent, eux-mêmes ont d'ailleurs des réglementations qui sont de plus en plus strictes, hein, même en Chine. Donc on peut compter sur eux pour être tout à fait compliante sur tous ces aspects. Et je ne dis pas meilleur que nous, mais en tous les cas, pas moins bon. Donc c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas l'arme de compétitivité. Par contre, ce qu'on pense, c'est que l'Europe, au-delà de ce battery passport, a un rôle important à jouer, de même qu'elle a poussé, enfin, c'est même une question de cohérence de la politique industrielle. Elle a poussé l'électrification de la mobilité, probablement en 2018, sans avoir fait un bilan complet des impacts. Donc maintenant, il y a un petit peu de rétro-pédalage parce que tout d'un coup, ils s'aperçoivent que on n'avait pas pensé à ça ou c'est pas si simple que ça. On ouvre la porte aux Chinois, etc. Sauvons l'industrie, sauvons l'automobile européenne. Bon, ok, donc on va mettre ça sur le compte de l'apprentissage. Mais maintenant, il s'agit que l'Europe continue à aider cette filière parce que c'est ce qui s'est passé partout dans le monde, en Corée, en Chine, au Japon notamment, hein, et que c'est un effort continu de 10-15 ans. C'est pas quelque chose qui peut être sporadique. Ça, on a lancé maintenant industriel, débrouillez-vous. S'il n'y a pas une cohérence entre le cadre réglementaire, les droits de douane aussi, tant qu'on continue à importer avec des droits de douane quasi zéro des batteries chinoises, etc. Le cadre du local content pour certains marchés, etc. S'il n'y a pas une bonne articulation entre ces politiques pour les véhicules électriques et pour les batteries, j'ai peur que... Enfin, le risque, effectivement, c'est qu'on n'aura jamais cette compétitivité. Et à un moment donné, à la prochaine crise, on va se dire, bon, entre le court terme, sauver l'industrie au court terme et travailler pour dans 10 ans, on va déjà continuer à importer parce qu'on n'a pas le choix. Et toute la machine, finalement, risque de s'effondrer. Donc on a besoin d'avoir, je dis, 10 à 15 ans d'efforts continus sur cette filière, et à ce moment-là, on réussira. Il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Mais ça ne peut pas changer tous les 2-3 ans. Très bien, merci. Donc il y a à la fois de la vitesse court terme et puis agir de manière constante sur le long terme. Et un point également, donc on parle d'agir sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Le maillon du recyclage également est un des maillons importants de cette chaîne. Oui. Alors nous, on ne recycle pas nous-mêmes, mais on a des partenariats avec des recycleurs qui ont des plans d'investissement en Europe. Bon, sachant que le recyclage, il y a 2 temps. Là, pour l'instant, on recycle des rebuts d'usine.
Donc déjà, on veut en faire le moins possible. Donc on espère que ce marché va réduire en ce qui nous concerne. Mais ensuite, il y a le recyclage de la batterie en fin de vie. Les dernières spécifications des batteries, c'est 15 ans de durée de vie. Donc, ça veut dire que le pic, plutôt le pic ou la vraie montée du recyclage en Europe, ça va être après 2035. Donc, il faut à la fois qu'on se prépare, que tout le monde se prépare à investir au fil de l'eau les bonnes capacités pour recycler en Europe. Et techniquement, c'est faisable. Techniquement, en tout cas pour le NMC, pour les batteries qu'on fait, on arrive à des taux de recyclage qui sont au-delà de 90% pour les composants clés, les métaux clés. Donc c'est plus un sujet économique et d'investissement qu'un sujet technique, même si techniquement, je suis persuadé que dans les 10 prochaines années, il y aura encore des avancées qui rendront le recyclage de plus en plus économique. On se dira, ça peut aller que dans le bon sens. Très bien, merci. Je crois qu'on a fait un tour d'horizon sur ce troisième grand défi. Ensuite, je propose de passer aux solutions. Donc, dans votre réalité de directeur général adjoint aux commandes, j'ai envie de dire, d'ACC, première solution, j'ai envie de dire le digital. Parlons digital, ça tombe bien, moi c'est un sujet qui m'intéresse également de cœur. Comme accélérateur de l'apprentissage dont on a parlé précédemment. Donc, dans quelle mesure c'est un levier stratégique pour vous ? Alors, c'est un levier stratégique. J'ai presque envie de dire c'est plus qu'un levier stratégique, c'est une nécessité de survie et de développement. C'est vrai aussi bien au niveau du manufacturing, ce que je viens de vous dire là, sur la complexité de l'usine et des chaînes de production. C'est vrai pour la R&D. On utilise de plus en plus de simulations pour avoir à moins faire de tests qui sont des tests très longs et qui prennent beaucoup de temps dans un planning de développement de nouveaux produits. C'est vrai pour la formation. On compte aussi sur le digital pour mieux former, pour capitaliser sur tout ce qui est knowledge management. Et puis, je dirais derrière, sur toute la couche qui va venir avec l'utilisation des data et de l'IA, l'agentique, c'est pour la maintenance, dans tous les domaines, la coopération avec nos fournisseurs aussi, l'intégration avec nos fournisseurs. Donc c'est nécessaire. Je veux dire, je pense qu'une entreprise de batterie qui ne va pas à fond là-dedans n'a pas d'avenir. Mais c'est en même temps, on espère en tous les cas, peut-être un levier pour rattraper plus vite ceux qui ont démarré avant nous et qui, pour l'instant, jusqu'à présent, ont quand même beaucoup capitalisé sur le savoir humain. Donc, comment on peut, via le digital, je dirais, avoir l'équivalent, mais sans les 15 ans de recul dont je parlais. Donc, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est le premier levier, je pense, de réussite d'ACC. Merci. Pour donner simplement un éclairage Siemens, donc dans le contexte de notre relation, alors on fournit via la plateforme Accelerator déjà la capacité à bâtir un jumeau numérique de la batterie des lignes de production, mais également la continuité numérique à travers Teamcenter, qui est notre PLM, depuis la conception de cellules jusqu'à l'industrialisation. Et effectivement, notre vision en 2 mots du sujet, c'est que la combinaison du digital twin d'une part, qui permet de comprendre un produit, mais également de bâtir des simulations après produit ou sur le process, vous l'avez signalé, mais également assurer cette continuité numérique à travers le PLM pour maîtriser les processus, assurer cette traçabilité dont on a parlé tout à l'heure, et l'intégrité des données sur le cycle de vie pour fiabiliser aussi ces processus et les process. C'est un socle pour nous, et un socle pour ensuite aller à la prochaine étape, qui est de bâtir des IA pertinentes qui vont comprendre les problématiques métiers. Donc les digital twin, les continuités numériques fournissent le contexte, et l'IA va permettre d'accélérer encore, donc d'aller chercher les prochaines étapes. 100% d'accord. Du coup, cela nous emmène peut-être à un deuxième type de solution. On a parlé de la chaîne de valeur et de la nécessité de raisonner globalement, et donc visiblement l'impératif et la logique dans laquelle vous êtes, c'est de bâtir un écosystème au final. Oui.
Oui, comme j'ai dit, on achète beaucoup de produits de composants. Si c'est pour les assembler en Europe, mais que tous ces composants viennent de très loin, je pense qu'on aura raté une grande partie de l'objectif. Hein. Tout le monde connaît. Alors, on n'achète pas de terres rares, hein, enfin pas pour ce qu'on fait, mais enfin c'est le même principe. On a d'autres composants qui sont pour l'instant non fournis en Europe. Donc on fait le maximum pour essayer soit de faire monter des acteurs européens, soit au moins à minima faire venir des acteurs asiatiques en Europe, voire idéalement les marier à des Européens. Un exemple, récemment il y a eu l'annonce de la joint venture entre Orano et un acteur chinois de cathode active matériaux, le XTC, pour bâtir une usine à Dunkerque, donc qui on travaille. C'est exactement ce qu'on souhaite pour avoir un écosystème. Alors, peut-être pas de la mine chez nous, mais au moins de la raffinerie à chez nous, qui puisse être robuste et avec lequel on puisse travailler sur les coûts et la compétitivité aussi. Je reviens toujours sur ce sujet-là, parce que c'est toute la chaîne de valeur qu'il faut qu'on entraîne. Donc c'est absolument pas juste un sujet d'ACC ou de fabricant de batteries, c'est l'ensemble de la filière qui doit être localisée. Merci. Deuxième défi, donc bâtir un écosystème. Le premier était le digital. Le troisième, du coup, c'est la nécessité de coopérer, standardiser, consolider et peut-être réglementer à l'échelle européenne. Oui, j'ai déjà un petit peu évoqué. On pense que l'Europe, c'est d'abord la bonne taille. Hein. Parce qu'il y a une question d'effet d'échelle. Ça ne peut pas se voir seulement à la taille d'un pays. Donc on attend beaucoup de choses de l'Europe. La standardisation est importante, justement, pour qu'on puisse orienter notre R&D, qu'on puisse avoir des lignes de production les plus standards possibles, et potentiellement aussi des équipements européens. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais autant on est plutôt content de la localisation des matières premières ou des composants en Europe, autant les équipements pour l'instant sont quand même en grande majorité, en tout cas pour la fabrication de la cellule, importés d'Asie. Et c'est pas rédhibitoire, mais enfin pour ça il faut qu'il y ait des grosses entreprises qui s'emparent du sujet et qui arrivent eux aussi à leur niveau à remonter cette courbe d'expérience et à être compétitifs. Donc tout ça ne peut être qu'organisé. Alors il y a un côté un peu étatiste, mais ça ne peut pas être juste uniquement vu sous un prisme libéral, laisser les entreprises faire leur business et chacun acheter où il veut, parce que ça ne marchera pas. Ça n'a marché nulle part ailleurs dans le monde, dans cette industrie, ça ne marchera pas. Donc on a besoin d'un certain niveau de réglementation, d'aide, de barrières parfois quand il faut, au moins le temps de devenir mature, adulte. Je vais vous donner un exemple. Les Chinois, dans les années après 2010, avaient des mécanismes d'incentive, de subvention de batteries, enfin de voitures électriques très, très élaborés, avec deux listes. Une liste des voitures éligibles et une liste des batteries éligibles. Et il fallait avoir les deux. Et si on avait les deux, il y avait les subventions. La liste des batteries éligibles n'avait ni LG ni Samsung, qui étaient pourtant très implantés en Chine, dans leur liste. Et par contre, elle forçait les acteurs chinois d'année en année à monter leur performance. C'est-à-dire, si vous avez telle densité d'énergie, il y a tant d'argent. Si vous êtes en dessous, pas de subvention pour la voiture. Si vous êtes encore au-dessus, c'est mieux. Et donc, en fait, ils ont organisé entre eux la montée de leurs champions nationaux. Et je me rappelle avoir discuté avec celui qui est numéro 1 mondial là, des batteries, la CATL, c'était en 2017, qui disait « les Coréens, ils cassent les prix, c'est pas bien, blablabla. » Enfin, les anti-coréens, maintenant, ça s'est renversé. Maintenant, c'est eux qui prennent des parts de marché colossales et les Coréens sont beaucoup plus chers. Et dès que la Chine s'est sentie prête, ils ont ouvert le marché. Maintenant, c'est des chantres du libéralisme. Voilà. Bon, il faut s'en inspirer un petit peu intelligemment entre Européens. Il ne faut pas être naïf là-dessus.
Oui, clairement. Puis on voit que les choses vont vite et les bascules peuvent aller très vite également. Et on espère bien que les choses vont basculer du côté européen. Alors, simplement pour faire une conclusion rapide et peut-être ouvrir à quelques questions dans l'audience, moi je retiens 3 choses. Le premier point, je pense qu'on a, à travers votre témoignage, compris que la batterie est bien plus qu'un composant. C'est une chaîne de valeur, il faut la penser comme ça. Le deuxième point, c'est que le digital est un vrai levier de performance industrielle. Le troisième point, c'est qu'il faut agir sur différents leviers et pas un ou deux isolément pour réussir. Quels sont les points, Jean-Baptiste, que vous voudriez souligner ? Je peux abonder sur ces 3 points et bon, j'en ai déjà parlé, donc je suis 100%, même plus que 100% d'accord sur ces 3 points. Je vais rajouter la vitesse. On est dans une course, donc je veux dire, ça ne sert à rien d'y arriver, mais d'arriver trop tard. Donc la vitesse d'exécution, en fait, et de prise de décision, la prise de décision fait partie aussi de cette façon de l'exécution, et est un facteur clé où il faut qu'on continue à progresser. Deuxièmement, j'ai déjà évoqué l'importance d'un effort de l'ensemble de la filière et des pouvoirs publics constants sur une longue période, sans chaos, sans changement, ce qui permet aussi à tout le monde de se projeter, y compris les financeurs. Et le dernier mot que je veux dire, c'est que de notre point de vue, l'enjeu dépasse clairement les batteries. J'ai déjà évoqué le véhicule électrique, mais je dirais que ça va même au-delà. Il y a des effets dominos dans les industries. Celui qui perd le marché de la batterie peut perdre le marché de la mobilité, mais aussi peut perdre. Il y a d'autres sujets. Là, on parle. Il y a le secteur de la défense, etc. Donc, il y a l'IA. Il y a beaucoup de data centers en ce moment. Les batteries des data centers en tout cas, les cellules viennent de Chine, ou Corée un peu, mais surtout de Chine en grande majorité. Donc il y a des enjeux dans plein d'autres industries connexes et il ne faut pas se tromper. Si on lâche un pan, on peut se retrouver dans 5, 10, 15 ans à perdre d'autres bouts d'industrie qu'on n'avait parfois même pas prévus. Et donc il faut rien lâcher si on veut être tout simplement un pays industriel et souverain. Voilà, c'est ma conclusion générale. Conclusion forte. Bon, il nous reste quelques minutes, soit pour aller prendre un café, mais plutôt pour poser des questions. Donc profitez-en. Vous m'entendez ? Ouais. Merci, donc conférence très très intéressante. Je regardais en fait tout le sujet en fait autour de est-ce que la France / l'Europe peut rattraper la Chine. Donc je regardais si on met deux étapes avant la construction des batteries, on va avoir l'extraction, le raffinage. L'extraction, la Chine est dans les leaders mondiaux, raffinage, elle est le leader mondial avec plus de 70% des parts de marché. On le disait, ils n'ont pas nos normes. Ils sont en train d'améliorer les normes, mais ils n'ont pas encore nos normes. Ils ont un volume largement supérieur et ils ont une capacité de décision via leur modèle économique, via leur modèle de société qui est beaucoup plus rapide. Donc je me dis, même avec un projet, si je comprends bien, il y a le projet Imerys / Amélie en France / projet européen qui créerait la plus grande mine de lithium avec une capacité de 700 000 véhicules à terme. Même avec ça, comment faire pour rattraper la Chine ou se protéger de la Chine sans mesures protectionnistes ? C'est la grande question en fait, parce que je me dis que dans tous les cas, ils auront cette capacité de décision plus rapide, ces normes plus adaptables et un volume largement supérieur. Et vous l'avez d'ailleurs bien dit, les mines, les batteries, c'est un sujet très intéressant, mais il y a tout le sujet géopolitique derrière, comme sur les terres rares. Ou en terres rares, s'ils nous coupent des terres rares, demain, c'est des têtes nucléaires qui ont pu le bout en terres rares. Enfin, il y a plein de sujets stratégiques, dont justement les batteries. Donc c'est vrai que je me pose cette question, si l'Europe n'a pas ce modèle protectionniste, comment faire ? Oui. Alors, bon, des fois, pour certaines personnes, protectionniste, c'est presque un gros mot. Pas forcément pour moi, mais je pense en tout cas, moi, il y a besoin d'un modèle de souveraineté. Ça, c'est clair. Si on regarde le lithium, oui, je pense que c'est une chance d'avoir ce projet en France. Bon, le lithium, je dirais, c'est une ressource qui est plus dispersée.
Il y a du lithium potentiellement géothermal autour du Rhin. Il y a du lithium il y a de différents endroits au Canada, en Australie. Le problème, c'est que toute une partie de ce lithium, pour l'instant, il repart après en Chine, certains, pour être raffiné en Chine. En Europe, on n'aime pas faire trop de nouvelles industries chimiques, etc. Donc, pour moi, derrière ça, il y a effectivement, je pense, qu'il y a besoin de se protéger. Je rejoins. Sinon, j'imagine mal comment ça pourra tourner. Mais de manière générale, il y a une question de cohérence avec notre modèle. Notre modèle d'écologie, d'éthique, de RSE, droits de l'homme, etc. C'est un modèle qu'on veut défendre, mais il faut pouvoir en payer le prix. On ne peut pas à la fois, défendre ce modèle et finalement nourrir des acteurs qui, eux, en ont un complètement différent. Donc ça, c'est vrai pour les batteries comme c'est vrai pour d'autres choses. Mais il faut juste comprendre que ça a un prix. Alors, est-ce que c'est un prix d'importation, on parle de droits de douane, etc. Vous évoquez ça. Est-ce que c'est un prix en termes de normes, de dire, voilà, maintenant, j'ai besoin, je durcis des normes de localisation, etc. Bon. Enfin, ne nous trompons pas, la Chine fait exactement la même chose en termes de protection. C'est ce que j'expliquais. Donc, on est un peu les derniers des Mohicans, parfois, en Europe, à vouloir absolument être les plus ouverts face à des empires qui se crispent. Donc les batteries sont un des éléments au cœur de ce choix. Mais là, on arrive à des choix sociétaux et politiques. Excusez-moi, je vais laisser les autres personnes pour les questions, mais c'est effectivement juste par rapport à ça. Il y a aussi un curseur moral qui va vite falloir se poser en Europe. Vous parlez des batteries, on pourrait parler des ciseaux moléculaires du CRISPR-9, où la France et l'Europe se sont dit pareil. Se sont dit, moralement, on ne va pas faire ça, pendant que la Chine, en tête, et les États-Unis se sont mis à faire ça, et derrière, on achètera leur technologie demain. Enfin bon, c'était en tout cas très passionnant. Merci beaucoup pour cette... Merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour une dernière question, une toute dernière? Je crois qu'il reste 1 minute, juste pour dans le temps officiel de la session. Mais on peut poursuivre les échanges après, peut-être. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Bon, n'hésitez pas à venir nous voir pour la suite. Merci.